Bienvenue pour ce nouveau webinaire du Grand Genève qui est aujourd'hui consacré aux enjeux de la transition écologique. Les webinaires du Grand Genève, c'est un cycle qui a démarré il y a quelques temps, en avril, qui va se poursuivre jusqu'en novembre de cette année. Au total, ce sont 7 webinaires que vous allez pouvoir découvrir. Ceux qui sont déjà passés sont disponibles en replay. Celui-ci est le 4e de la série. Le but de ces webinaires, c'est de permettre à chacune et chacun de mieux connaître l'actualité et les enjeux du Grand Genève. Et puis, le public qui est visé, ce sont principalement les élus, mais aussi les techniciennes, techniciens du Grand Genève. Voilà, donc comme je le disais, un webinaire aujourd'hui consacré à la transition écologique. Pour nous accompagner et présenter le sujet, 3 élus du Grand Genève. Tout d'abord, Madame Fabienne Fischer, conseillère d'État de la République et canton de Genève en charge du département de l'économie et de l'emploi, qui nous accueille aujourd'hui ici. À côté d'elle, Aurélie Charillon, qui est conseillère départementale de l'Ain, vice-présidente de l'agglomération du Pays de Gex. Et puis Sébastien Javogue, président de la communauté de communes Arles-la-Lève et vice-président du pôle métropolitain en charge de la transition écologique. Donc ce seront vos 3 intervenants aujourd'hui. On vous propose de structurer le webinaire sur le format habituel avec 30 minutes de présentation par nos intervenantes et intervenants. Et ensuite, de vous soumettre la parole, vous laisser la parole pour poser des questions sur la transition écologique, sur le Grand Genève, sur ce que vous souhaiterez. Nos intervenants sont là pour y répondre. Voilà, donc pour commencer ce petit exercice, on vous propose un petit sondage, un brise-glace, dans lequel on va vous mettre à contribution. On vous pose 2 questions que vous retrouvez à l'écran ou dans le chat. On vous invite à y répondre. C'est 2 questions toutes simples qui nous permettront de savoir d'où vous venez, plutôt du canton de Vaud, plutôt du canton de Genève, plutôt de France. Et puis, peut-être, si vous arrivez à estimer le niveau de connaissance, de compétence que vous vous attribuez sur les enjeux de transition écologique, est-ce que vous êtes un fin ou une fine connaisseuse de ce sujet, ou plutôt un béotien. Voilà, donc ce sondage est disponible dans le chat, si vous vous rendez dans le chat. On prend 2 petites minutes, on vous invite à le renseigner, et puis ensuite, on commentera très rapidement les résultats. Voilà, 2 minutes à vous pour répondre à ce sondage. Je vais arrêter, fermer les sondages. Hop, on peut commenter. Par contre, de votre côté, le micro est fermé, si jamais. Bien, je crois qu'on va gentiment reprendre un petit peu la parole. Merci Hervé pour cette introduction. Et puis au nom des collègues qui prendront bien la parole, on vous souhaite aussi la bienvenue là, dans ce 4e webinaire. Alors peut-être une toute petite, Hervé parlait de brise-glace, alors peut-être plutôt une brise canicule, je ne sais pas comment il faut appeler cette entrée en matière, mais bon, il semblerait, ou vous êtes modeste, ou alors il faut qu'on accélère encore un peu nos connaissances, mais je crois qu'on est quand même
d'après le résultat du sondage, entre personnes qui sont assez averties sur les enjeux, on va essayer de vous fournir un maximum d'informations sur cette question de transition écologique dans le cadre du Grand Genève. Et puis, autour de l'écran, comme on a l'habitude de le dire, alors il semblerait qu'on ait une parité, on va juste remettre le résultat voilà, une parité presque parfaite entre Suisse et France sur les participants. Et puis, voilà, le canton de Genève qui est un peu plus représenté pour la partie Suisse. En tout cas, voilà, bienvenue à tous. Et puis, je vais céder tout de suite la parole à Fabienne pour ces prochaines slides et notamment la dynamique de la transition écologique dans notre Grand Genève. Merci, merci Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Quel est l'objectif de ce webinaire? Eh bien, c'est de vous présenter la démarche de la transition, la manière dont l'Assemblée du Grand Genève conçoit la transition écologique. C'est aussi dans nos objectifs de vous expliquer les constats qui nous ont conduits à placer la transition écologique au cœur, et je dis bien au cœur du projet Franco-Valdo-Genevois. Et puis évidemment, à partir de là, ce sera de vous présenter les grandes orientations que se donne le Grand Genève et puis livrer des pistes d'action pour la suite. Pour ça, on va travailler en 4 chapitres qui sont ceux que vous voyez sur le slide. Alors, pour commencer sans attendre, transition écologique, de quoi parle-t-on? D'abord, j'aimerais dire que la transition écologique n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape qui doit nous conduire à un territoire qui soit résilient et qui garantisse durablement nos conditions de vie. Cette démarche implique des transformations profondes, à la fois sur le plan collectif, et ce sera nos collectivités qui doivent s'y engager, et sur le plan individuel, ce sera chacune et chacun d'entre nous qui devra faire sa part. Si l'on écoute, et on doit écouter les scientifiques du GIEC, eh bien, ces transformations auxquelles nous sommes exposés doivent être rapides parce que nous avons les moyens d'agir, mais que le temps passe vite. Elles doivent être inédites, c'est-à-dire qu'on doit ambitionner d'aller plus loin que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et puis, elles doivent être radicales, toujours selon les scientifiques du GIEC, dans leur intensité et dans les effets qu'on attend qu'elles produisent. Pour toutes ces raisons, l'Assemblée du Grand Genève a souhaité placer la transition écologique au cœur de notre projet transfrontalier. Elle a souhaité s'engager de manière ambitieuse, lucide et positive parce que la transition écologique apporte à la fois des solutions et des innovations pour protéger la qualité de la vie. Placer la vie au cœur du projet, eh bien, d'abord, au centre, l'humain, une démarche humaniste, vivre en paix, en bonne santé, s'alimenter, se loger pour chacun et pour chacune. Et puis, évidemment, il y a des facteurs qui viennent influencer nos conditions de vie. Ces facteurs, ça peut être l'érosion de la biodiversité, la crise climatique, les tensions géopolitiques, la pollution ou les pollutions, la crise sanitaire, la crise énergétique, la pression démographique. Tout facteur qui impacte nos ressources fondamentales nécessaires, l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, l'énergie. Et donc, nous devons trouver la manière de protéger les fonctions sociales que nous devons mettre en œuvre, habiter, produire, consommer, se déplacer, etc. Et les mettre en œuvre dans un esprit d'équité, d'égalité, de liberté, de justice sociale, de sécurité et de démocratie. Ce sont des valeurs, évidemment, auxquelles nous sommes fermement attachés. Alors, sur la partie des constats, on espère qu'on n'enfonce pas de portes ouvertes avec vous, mais une image vaut mieux que beaucoup de mots et mots OTS. Alors, Hervé, je veux bien que tu passes la slide, merci. Voilà, toujours basé sur nos critères actuels, en tout cas nos constats actuels portés par le GIEC, une illustration de ce que pourrait être notre climat. Vous voyez là cette gradation et donc l'échelle prise pour illustrer ces propos
Alors, je ne sais pas si on a des Italiens autour de nous, en tout cas des personnes qui connaissent bien l'Italie, mais voilà, c'est l'échelle de gradation qu'on a pris pour illustrer potentiellement le climat du Grand Genève en 2050, en 2070 ou en 2090. Vous voyez que, toujours sur ces courbes que l'on connaît actuellement, avec une certaine probabilité assez forte d'aboutir à une hausse globale de 4 degrés sur notre climat, on pourrait arriver à ce que notre Grand Genève vive un climat fort, c'est-à-dire très sec, avec très peu d'intempéries, en tout cas des intempéries fortes malheureusement aussi. Pour une comparaison d'un échelle de climat, on prend typiquement à Lecce, vraiment tout au sud de l'Italie. Donc vous voyez que ce 2050, 2070, 2090, 2050 qui est quand même à une échelle assez forte, proche de nous, le climat aurait tendance à fortement se réchauffer selon nos critères actuels, en tout cas nos constats actuels portés par le GIEC. Alors, d'autres, je veux bien, Hervé, voilà, d'autres peut-être éclairages aussi pour comprendre cette évolution dégradée de notre climat. On vous en présente 4 de nouveau. Voilà, le nombre de jours de canicule, vous voyez, qui depuis un certain nombre d'années ne fait qu'augmenter. Je pense qu'on sort d'une phase forte de canicule. Ça, c'est notre premier petit diagramme. Le nombre aussi de nuits tropicales, ce qu'on regarde aussi, qui ne fait qu'augmenter. Là, on est à 39 nuits en moyenne là, dans nos dernières années. Et puis, à contrario, des ratios qui baissent. Typiquement, on regarde le nombre de jours de gel aussi qui est important. Vous savez que dans notre cycle, en tout cas, de climat montagnard que l'on vit, vous voyez qu'on est passé de 80 jours dans les années 20 à 32 jours actuellement. Du siècle, ouais. C'est les projections. Alors, sur les projections à rêver, donc ça veut dire qu'on accélère vraiment cette perte de nombre de jours de gel par année selon ces projections toujours que l'on vit. Et puis, dans ces projections aussi, vous voyez que le nombre d'événements de pluie extrêmes, cette fois-ci, aurait tendance à fortement augmenter dans les dizaines d'années qui arriveraient, toujours basées sur ce rapport de constat du GIEC. Et puis, je pense que vous avez pour chacun de ces diagrammes des exemples déjà existants. Pour ceux qui sont montagnards, c'est une jolie cabane du côté italien là, pour le cas qui s'est écroulé il n'y a pas longtemps du fait du perte de jours de gel de permafrost. Donc on touche déjà concrètement tous ces effets-là. Voilà un petit peu illustré cette tendance, en tout cas constatée, et ce changement climatique fort que l'on pourrait vivre jusqu'en 2090. Voilà, pour essayer de vous illustrer tout ça correctement. Merci Sébastien. Comme l'ont évoqué à la fois Fabienne et puis Sébastien, il y a vraiment aussi dans la transition écologique la question des ressources. Donc là, si vous voulez, ce qu'on vous présente, c'est le fameux jour de dépassement, donc à l'échelle de la France, de la Suisse et puis à l'échelle mondiale. Ce qui est clair, c'est que la transition écologique doit se focaliser aussi sur la question de cette bonne préservation des ressources. Ce que nous montre ce fameux jour de dépassement, qui est vraiment une emblème, un marqueur fort, c'est la capacité ou l'incapacité de la Terre, ce qu'on appelle sa biocapacité, à pouvoir répondre au-delà du jour du dépassement aux besoins en consommation de tout simplement des humains. Alors évidemment, dedans, on parle des ressources, notamment en matière, donc en carbone, ressources en eau, en matière organique, en biomasse, mais aussi en minéraux et puis en terres rares, parce que la terre rare, vous savez que c'est effectivement très utilisé, notamment dans la question des énergies renouvelables, et je pense au photovoltaïque. C'est vraiment cet enjeu-là. Donc, ce qu'on vous présente à vos souhaits, c'est qu'à l'échelle mondiale, ce jour du dépassement, évidemment, recule d'année en année, puisque en 1970, il était le 23 décembre, donc en fin d'année, c'était vraiment tout à fait acceptable. Aujourd'hui, il est le 28 juillet, donc en 2022. Pour la Suisse, je crois qu'il est le 13 mai. Et pour la France, il est le 5 mai. Donc la question vraiment qui se pose pour nos pays occidentaux riches, et tant mieux, parce que ce sont les progrès aussi et l'innovation qui ont permis de faire des choix qui améliorent le bien-être de nos concitoyens. Seulement, ça nous apporte aussi plus de responsabilités, plus de devoirs en termes d'innovation et probablement plus de devoirs en termes de sobriété.
qui est certain, c'est que ce qui va être compliqué de faire comprendre ou d'engager la transition, c'est que les gens accepteront difficilement et certainement, en tout cas, de se retrouver à une vie qui pouvait, ou à une vie qui peut être comparable à des pays peut-être en voie de développement, mais leur faire comprendre que finalement, on peut avoir du bien-être, être épanoui, mais aussi accepter une certaine sobriété et puis associer à tout cela de l'innovation. Alors là, nous vous rappelons donc sur ce slide quelques chiffres intéressants. Donc le Grand Genève compte 830 km² d'espace naturel, dont 43%, cela représente 43% du territoire. En espace forestier et agricole, cela occupe respectivement 41% et 33% de l'agglomération. Et nous avons 13% qui est occupé par les lacs et les cours d'eau. Donc, vu comme ça, on peut mettre vraiment en exergue que notre Grand Genève est plutôt riche, donc en espace naturel. Donc, ça nous engage encore plus dans un devoir de préservation. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'une espèce végétale sur 6 a vu son statut, ses qualités, à la fois écologiques, physico-chimiques, se péjorer. La surface agricole utile par habitant a diminué, elle, de 22% depuis 22 ans. Donc, c'est quand même des chiffres assez clairs. Ce qu'on vous présente dans ce graphe, et c'est ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que cette nature est en capacité d'améliorer le bien-être. Je rejoins ce que disait Fabienne tout à l'heure, c'est l'humain au cœur de tout, en fait. C'est ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, c'est que parce que la nature sera préservée, protégée, l'humain sera préservé, protégé, et c'est pour son bien-être comme objectif cible que nous proposons tous ces projets de transition. Et donc, c'est bien ce que montrent ces services écosystémiques, c'est que la nature propose des services qui permettent d'améliorer le bien-être et la société. C'est vraiment ça qui est important. Donc, derrière, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, vous avez donc le bien-être de nos concitoyens qui est mis en exergue, qu'il s'agit du bien-être en termes culturels, en termes même des valeurs spirituelles, tout cela est permis grâce à différentes nécessités. Donc les approvisionnements, effectivement, c'est toute la question de l'alimentation, pour lequel nous avons des projets très concrets au sein du Grand Genève et puis du pôle métropolitain du Genevois français. Je pense à des plans d'alimentation qui vont être engagés et sans doute à un moment donné de manière transfrontalière. Je sais qu'il y avait la question de l'économie circulaire aussi, qui était engagée au sein du Grand Genève il y a 1 an de cela. Donc ça, c'est extrêmement concret. Derrière, ce qu'il faut aussi, mais je pense que vous en avez tous extrêmement conscience, c'est la question aussi du service de la nature pour tout ce qui est question des régulations, en fait. On a beaucoup parlé des zoonoses. La nature permet justement de réguler et de limiter le déploiement, ou plutôt l'arrivée de maladies extrêmement virulentes et très rares. Si elle est protégée, elle joue ce rôle de régulation. Je pense évidemment à la question très concrète sur laquelle nous travaillons, nous, au niveau des agglomérations, de part et d'autre, sur la question, par exemple, de la gestion des zones humides. Une zone humide joue un rôle de filtration, d'épuration, et puis de préservation ou d'anticipation des inondations. Voilà, donc tout ça, c'est très concret. Et ça, c'est la nature qui protège bien l'homme lorsqu'elle est protégée. Donc, c'est vraiment le sens de cette approche, vraiment à l'échelle des écosystèmes. Donc, ce qu'il faut retenir sans doute, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de valorisation ou de connaissance de nos écosystèmes à l'échelle du Grand Genève, et donc de partage de ces connaissances-là pour pouvoir engager après des plans d'action très concrets. J'ai déjà été assez longue, donc vous pouvez tellement en dire que je laisse la parole maintenant à Fabienne. Merci. Non, mais c'est extrêmement important ce que tu expliques, Aurélie. On a souhaité également revenir sur l'actualité qui est malheureusement particulièrement difficile cet été, en rappelant les thèmes qui nous ont occupés et qui se sont imposés à nous, j'aimerais dire, qu'il s'agisse de l'eau et de la gestion de l'eau qui est dramatique et qui est dramatique dans d'autres régions alors qu'on pensait être à la porte du château d'eau de l'Europe, de voir nos rivières assécher, qu'il faut sauver littéralement en y injectant de l'eau, les effets de la sécheresse aussi sur la production agricole, le nombre de champs de maïs ou autres qu'on a vu sécher sur pied pendant l'été, avec tout
son cortège de conséquences. Je discutais récemment avec un agriculteur qui me disait que c'était à peu près impossible de s'approvisionner en fourrage à travers toute l'Europe et donc ils ne savaient pas comment ils allaient gérer leur tête de bétail ou d'autres animaux de rente. La sécheresse, l'eau, la question de la chaleur en ville, des îlots de chaleur, comment est-ce qu'on gère l'arborisation, la végétalisation dans les villes ou dans nos zones urbaines. Et puis maintenant, une crise énergétique mondiale majeure qui se dessine de manière de plus en plus forte. On a entendu hier la première ministre française avoir un discours qui était extrêmement alertant et disons, qui met vraiment la limite devant nos yeux en disant c'est maintenant qu'il faut agir, en particulier auprès des entreprises. Et pour nous, la même question se pose évidemment en Suisse. On attend encore des précisions au niveau du Conseil fédéral, mais d'ores et déjà à Genève et dans toutes les collectivités publiques, dans tous les cantons, les états-majors et les administrations sont en train de se mobiliser pour réfléchir à la manière de faire face aux enjeux de cette crise énergétique qui s'annonce. Comment utiliser les 6 mois qu'on a devant nous maintenant pour agir déjà sur notre consommation et pouvoir ensuite gérer l'avenir. Et puis alors, qu'en pense la population du Grand Genève, vous, nous, les administrés, les personnes qui vivent là? Vous êtes très nombreux selon une enquête en cours et il s'agit donc de résultats intermédiaires sur la base de 1784 réponses de l'état de la planète. Pour près d'un tiers d'entre vous, l'état de la planète est un motif d'action, mais c'est pour 2 tiers d'entre vous un motif d'angoisse ou de révolte. Et aujourd'hui, notre enjeu à nous, eh bien, c'est de faire du projet de transition écologique quelque chose qui permette de transformer les peurs et les doutes en action. Et je continue sur la question de comment agir. Le Grand Genève a choisi une définition méthodologique qui est celle de la méthode du donut. Cette méthode du donut qui a été mise au point et pour laquelle nous avons aussi collaboré avec les universités, notamment Lausanne et Grenoble, fixe des marges à ne pas dépasser, des limites dans lesquelles nous devons revenir si nous les dépassons. Ces limites, c'est un plafond environnemental, celui fixé par les grands équilibres écologiques, le climat, les ressources, la biodiversité, les grands cycles qu'il est impératif de respecter. Et puis un plancher qui alors est social et qui consiste dans la possibilité pour toute la population d'accéder à l'éducation, l'alimentation, le travail, un niveau de santé, la justice sociale, etc. Et donc, la partie verte que vous voyez sur les 2 schémas, eh bien, c'est celle qui est délimitée par ce plafond environnemental et par ce plancher social. Alors, pour passer à l'action, effectivement, nous proposons là de vous présenter ces 10 objectifs stratégiques que le Grand Genève a retenus. Alors, je voudrais vraiment insister sur le fait que, oui, on peut dire que ce sont des grands objectifs, des grandes intentions sur lesquelles tout le monde sera majoritairement ou unanimement d'accord. Ce qui vraiment est important de souligner, c'est que nous avons des indicateurs très précis qui nous engagent, alors effectivement à l'horizon 2050, mais probablement avec des étapes intermédiaires. Par exemple, les plans climat, air, énergie territoriaux, en France en tout cas, proposent des étapes intermédiaires où les indicateurs sont évalués, notamment à l'horizon 2030. Je pense notamment à la question de l'énergie. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est de vous présenter à la fois donc, ces objectifs stratégiques et les indicateurs. Donc, au niveau des objectifs stratégiques, ils sont nombreux, mais pas tant que ça. Ils sont surtout structurés en mettant en priorité le plancher social, parce que finalement, on le rappelle, c'est pour les hommes, c'est pour nous tous que nous fixons cela et pour notre bien-être. Donc, le plancher social est essentiel, puisque c'est le plancher d'ailleurs, c'est le minimum. Donc, l'objectif est de favoriser la bonne santé de tous les habitants du territoire, d'entretenir les conditions d'épanouissement, d'assurer les conditions d'équité et d'inclusion de tous les habitants. Et puis après, évidemment, nous abordons la question des ressources. Nous en avons parlé tout à l'heure. Donc la question de la biodiversité, la question aussi de la qualité de l'air qui doit être encore améliorée. Il y a le projet Pacte Air
qui est une première étape, mais on pourrait aussi imaginer sur le pacte, sur la question de la biomasse, des minéraux. Enfin voilà, on peut décupler donc ce projet-là sur d'autres questions. La question aussi de la gestion de la qualité des sols et du sous-sol, qualité des sols et des sous-sols, la question de la qualité de l'eau, du réseau hydrographique. Il y a beaucoup de projets qui sont mis en place déjà actuellement. J'insiste parce que, évidemment, on ne part pas de zéro, notamment sur la question des contrats environnementaux, avec des évaluations sur les qualités physico-chimiques, avec les qualités écologiques de nos cours d'eau, transfrontaliers, parce qu'évidemment, c'est ça qui est intéressant. Et puis enfin, la question, évidemment, et là, on atteint le plafond écologique, avec des objectifs donc, de neutralité carbone sur ce territoire du Grand Genève et de limiter l'impact de notre activité. Donc les indicateurs objectifs à l'horizon 2050, évidemment, c'est zéro carbone. Côté français, il y a les territoires TEPO sur lesquels nous sommes engagés. Il y a certainement pendant côté suisse. Aussi des objectifs de zéro perte nette d'habitat naturel, ce qui est un objectif extrêmement ambitieux, de 100% de masse d'eau en bon état, de 100% des objectifs de l'OMS respectés en termes de qualité d'air. Et puis, évidemment, une espérance de vie en bonne santé, c'est pas juste être vivant, c'est être vraiment vivant en bonne santé au-delà de 70 ans, avec un indice de satisfaction supérieur à 7,5. Et puis, autant que possible, eh bien, rapprocher ou limiter cette inégalité de revenus sur notre territoire qui fait face à des défis, évidemment, en termes de droit du travail, de fiscalité qui sont énormes et qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc, ces défis sont clairs, ils sont extrêmement ambitieux, mais permettront de déployer après des fiches d'action et des engagements avec des évaluateurs, c'est très important, au fil du temps pour atteindre en 2050 ces objectifs. Alors, on n'a pas dit qui faisait cette slide, mais je vais rapidement. On va essayer de la faire plusieurs, mais il y a on voit le temps qui s'écoule. Alors, on va essayer de. Dans l'enquête dont Fabienne vous a parlé, hein, je suis sûr que vous avez tous participé à cette enquête, les sujets qui ressortent sur voilà, s'il fallait qu'on prenne vraiment des changements radicaux, sur quel sujet on devrait aller en priorité, même si, et Aurélie vient bien l'illustrer, on s'attaque à tous les sujets, pas de fond, mais de manière très liée, de manière très transversale, parce qu'il est nécessaire de tous les aborder sous cet angle-là. Les premiers sujets qui ressortent sont bien évidemment les sujets de mobilité, construction, alimentation. Alors, c'est peut-être un peu une base de trois grandes qui ressortent dans l'enquête. Voilà, sujets sur lesquels d'autres webinaires vont être organisés. On vous communiquera les dates de ces webinaires sur ces différents sujets. D'autres sujets forts ressortent aussi également hein, sur l'aménagement urbain, la sensibilisation au climat. On voit aussi que ces enjeux-là de compréhension des enjeux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que du côté pôle métropolitain, là, sur tous les élus français, on souhaite les sensibiliser et organiser une fresque du climat. Ça, c'est une démarche aussi qui est connue avec les collègues en Suisse. Voilà, on espère en 1 an et demi former, en tout cas sensibiliser tous les élus du Genevois français sur ces enjeux de climat. Et puis, il y a aussi des enjeux dans cette enquête qui ressortent de manière très légitime sur la formation. Voilà, il y a des métiers d'avenir qui ressortent dans tout ça. Il y a des enjeux aussi de formation de nos futurs étudiants importants sur ces points-là. Et puis, non des moindres aussi, un sujet qui ressort qui est comment porter ça de manière la plus transversale aussi. C'est des enjeux certes politiques, mais c'est aussi des enjeux de société forts auprès de notre industrie, auprès de nos citoyens sur une participation forte citoyenne. Voilà un petit peu les enjeux qui sont ressortis de cette enquête. Des enjeux qui correspondent à l'organisation dont on vient de vous présenter. On souhaitait juste revenir aussi rapidement sur un point. Vous entendez beaucoup parler de sobriété de plus en plus. Voilà, on a esquissé ce mot-là. Alors, sobriété, oui, il faut qu'on ait conscience des enjeux avec des chiffres qui sont assez durs, hein, qu'on vient de vous présenter, mais il faut aussi garder une forte positivisme sur cette sobriété. La sobriété ne veut pas dire on ne peut plus faire ça, mais c'est plutôt comment on peut le faire différemment. Et ça, je pense que c'est très important d'insister là-dessus. Nos enjeux de transition écologique passeront par la réduction, ça c'est sûr, par une certaine forme de sobriété, mais elle doit être positive et heureuse. Hein.
cette sobriété peut s'exprimer par l'économie circulaire, un sujet de fort qui ressort. Consommer local, c'est une forme de sobriété. Voilà. Produire localement, c'est une forme de sobriété. Et ça, c'est autant d'exemples qu'on a pour vraiment donner un élan positif à nos populations qui, dans des temps difficiles qu'on vit, pourraient mal comprendre ce message-là aussi. Voilà. Donc, on insiste fortement là-dessus. Quelques événements qu'on a eus autour de nous qui ont porté cette thématique. Voilà, je pense que certains d'entre vous ont assisté aux Assises européennes de la transition énergétique organisées dans le Grand Genève, dont le sujet était du moins pour plus. Hein, voilà, vraiment pour exprimer de manière différente cette sobriété. Et puis, la nuit est belle, un événement qui arrive. On vous convie tous le 23 septembre de nouveau à éteindre l'éclairage, mais plus qu'éteindre l'éclairage, c'est aussi parler de sobriété, c'est aussi parler de biodiversité, de reconquête la nuit de la biodiversité. Voilà, tous ces sujets que l'on porte autour de ce concept de sobriété que nous vous invitons réellement à voir de manière la plus positive possible. Voilà. Alors, il s'agit évidemment de continuer dans le sens d'agir ensemble selon ses compétences. C'est extrêmement difficile, mais ça, nous en avons vraiment pleinement conscience en tant que PIB, d'expliquer à nos concitoyens les différentes strates et les différents niveaux de compétences. On a tendance à dire en France que le maire est à portée d'engueulade, quel que soit le sujet. Il est vrai que selon les sondages qu'on a pu faire, ce qui est reconnu, c'est que c'est à l'échelle communale que les gens pensent qu'il y a le plus de possibilités d'accompagner la transition écologique. Donc, c'est ce qu'on vous présente ici. Et puis après, à l'échelle du canton, des intercommunalités. À l'échelle du Grand Genève, c'est quand même extrêmement intéressant de constater cela. Donc, même si le Grand Genève est encore insuffisamment peut-être connu au niveau de ses compétences, je pense que l'image Grand Genève commence à faire son chemin, mais de quoi est-il compétent? Peut-être qu'il y a encore une marge de manœuvre. Hein. Et puis évidemment, les universités, les associations sont moins citées, pourtant elles ont un rôle majeur, notamment en termes de sensibilisation. Donc le Grand Genève, effectivement, ce qui est très certain, c'est qu'il nous accompagne dans la mise en cohérence des différents schémas directeurs, des différentes orientations, des plans climat et énergie, des différentes politiques publiques, que ce soit sur la question donc, de la qualité de l'air, de la question de la qualité de la ressource en eau, de la question de la quantité aussi de ces ressources en eau, et là je pense clairement aux contrats environnementaux, qui sont bien souvent transfrontaliers, qui permettent aussi d'abonder et d'avoir des effets leviers aussi en termes de financement, mais essentiellement en termes de partage d'informations. Là je pense pour le coup à la qualité de l'air, mais même à la qualité de nos cours d'eau. Et puis, une mise à niveau des informations, c'est le Grand Genève, une mise en cohérence et être en capacité après d'aller porter des politiques publiques. Et là, je pense à la mobilité, à la fois au niveau des différents partenaires. Donc, côté français, c'est probablement la région Auvergne-Rhône-Alpes, côté suisse, auprès de la Confédération. Donc, vraiment, le Grand Genève nous aide à avoir une position, à nous conduire à une position unique qui permette de défendre voilà, un projet cohérent de politique publique sur différents niveaux nous permettant de conduire à la transition écologique. Je vais laisser peut-être mes collègues compléter. Peut-être juste comment agir ensemble et en guise de pré-conclusion et avant de vous donner la parole. Et nous avons évidemment avec vous et avec la population du Grand Genève un tissu d'acteurs aussi bien associatifs qu'économiques particulièrement riche. Je m'adresse dans mes fonctions tout particulièrement au tissu économique, aux entrepreneuses, aux entrepreneurs, pour promouvoir une approche circulaire de l'économie, qui est une approche qui a un énorme potentiel d'innovation, et nous devons proposer des conditions cadres qui permettent de répondre aux exigences d'une activité économique qui soit responsable vis-à-vis de la planète. J'aimerais aussi mentionner l'agriculture. On a vu passer tout à l'heure dans les slides qu'on a 20%, 22% même je crois, de terres agricoles qui ont été perdues au cours des 22 dernières années. C'est énorme en termes de souveraineté alimentaire, en termes de capacité à assurer de la sécurité de notre population sous cet angle-là, mais également sous l'angle de la fonction équilibrante finalement de l'activité agricole. Donc,
Voilà, on doit s'appuyer sur vous, sur les acteurs associatifs qui portent toute une série d'initiatives, et puis les administrations, les collectivités publiques doivent apprendre aussi à co-construire avec tous les acteurs de ces différents secteurs pour arriver à présenter des objectifs communs et construire le demain que nous souhaitons pour notre population.